Je suis typographe et enseignante en typographie. Donc, c'est-à-dire que mon cœur de métier, c'est de fabriquer des lettres, fabriquer des signes. Et en parallèle de ce travail, donc, j'ai commencé à apprendre le japonais par amour de la langue d'abord. Et après la licence, j'ai décidé de continuer en master pour pouvoir mener ces recherches sur la typographie japonaise, donc à la croisée de mes deux spécialités. Ces recherches sont synthétisées dans la communication d'aujourd'hui, qui s'intitule « Les caractères chinois du Japon étaient européens » et sort de la typographie japonaise à la fin du 19e siècle. Alors avant toute chose, je vais rappeler brièvement comment est construit le système d'écriture du japonais. Là, on a un texte lambda. On a bien évidemment donc les sinogrammes que les japonais appellent kanji, qui ont été adoptés par les japonais à partir du 6e siècle depuis la Chine, comme vous le savez, en plusieurs vagues d'importation. Certains sinogrammes ont été pris pour leur valeur phonétique, d'autres pour leur sens. Et on leur appliquait à l'époque un système de notation de lecture très complexe réservé à l'élite lettrée. Puis on a d'ailleurs simplifié les caractères au Japon et en Chine, mais de façon différente. Ce qui fait que un même sinogramme a pu évoluer dans différents sens. En Chine continentale, au Japon, à Taïwan, à Hong Kong, on a certains sinogrammes qui existent en 4 variantes différentes dans les polices d'écriture aujourd'hui. Donc après, on a évidemment les hiragana, qui sont donc un système syllabaire qui dérive de ces kanji. On a un autre système syllabaire qui est celui des katakana, et qui est en bleu. Et ce qui reste en noir, c'est donc ce que les Japonais appellent l'omaji, littéralement les caractères romains. On trouve des lettres et des chiffres, qui sont d'ailleurs des chiffres arabes en fait. Donc voilà, le japonais, c'est tout ce mélange. On obtient une texture hétérogène du texte selon notre standard d'alphabet latin. Pour les japonais, c'est tout à fait normal, mais pour les typographes ou les graphistes français, ça paraît complètement hétérogène. En tout cas, chacun de ces systèmes a une composante, un aspect visuel très différent. Les sinogrammes, comme vous le savez, sont très... certains peuvent être très blancs, peu de traits, et d'autres peuvent être très très denses avec beaucoup de traits. Donc en typographie, c'est quand même une préoccupation d'avoir cette variation de nombre de traits. Les hiragana, eux, sont très souples, donc ils sont dans une autre logique encore de construction formelle. Et les katakana sont un syllabaire, c'est exactement la même chose, les mêmes sons en tout cas que les hiragana, mais visuellement, ils n'ont rien à voir, ils sont beaucoup plus... pas géométriques, mais simplifiés, que les hiragana qui sont censés être plus souples, plus courbes. Donc voilà, le japonais, c'est quand même un système compliqué dont les sinogrammes font partie. Alors, aujourd'hui, on constate la prédominance d'un style qu'on appelle le Mincho. Là où on va retrouver les sinisants avec nous, c'est que en Chine comme au Japon, au Japon c'est sûr, en Chine je marche un peu plus sur des œufs, mais je pense que c'est le cas. Le style qui prédomine aujourd'hui, c'est ce style Mincho, qu'on utilise pour tous les textes courants. Quand on a des textes longs à écrire dans les livres ou magazines, on utilise ce style Mincho, qui a pour caractéristique plusieurs choses. D'abord, un fort contraste entre les verticales et les horizontales, contraste assez marqué. Un côté assez rectiligne, hein. Les verticales sont bien droites, contrairement à ce qu'on voit dans les caractères en céramique, justement. Et surtout aussi la présence de petites formes qui viennent marquer les entrées et les sorties de traits, qui sont en fait des vestiges de l'outil, mais sous une forme schématisée, hein. Donc voilà, ça c'est le style Mincho. Les Japonais appellent d'ailleurs les petites formes, là, les attaques de sortie, des uroko, donc qui seraient, ça veut dire petite écaille. Donc voilà, mais c'est censé marquer la trace de l'outil de façon schématique. Il existe d'autres styles, évidemment, que le Mincho. Et tous ces styles sont nés à des époques différentes, résultent en fait d'une évolution, hein. Ils n'étaient pas là tous dès le départ, c'est comme pour l'alphabet latin. Les styles se sont forgés au fur et à mesure. Ce dont on va parler aujourd'hui fait le pont entre ces caractères qu'on utilise aujourd'hui et des caractères qui ont commencé en Chine, comme on va le voir. Alors, il y a un nom qui revient sans arrêt quand on commence à s'intéresser à la typographie japonaise. C'est celui de Shozo Motogi, qui est présenté comme le Gutenberg japonais. La première étape de ma recherche a donc été de retracer le parcours et les accomplissements réels de ce Motogi. La difficulté pour établir cette biographie, c'est que pour beaucoup de personnages de cette époque du Japon, l'ère Meiji, qui est une époque bouillonnante, on a un peu mythifié leurs actions et on a fait beaucoup de biographies dans les années 30 de personnages importants dans la construction du Japon moderne.
Et Motogi n'y a pas échappé, mais ces biographies sont plutôt à la gloire des personnes qu'elles décrivent. Donc, ce qui était important d'ailleurs dans la construction du Japon à cette époque, avoir des héros nationaux comme ça. Mais le but de la recherche aujourd'hui, a posteriori, c'est donc de retracer la complexité des faits, plutôt que de dire... Enfin, en tout cas, pour le cas de Gutenberg, on apprend à l'école que c'est grâce à ses mystérieuses recherches et beaucoup d'efforts qu'il aurait créé de toutes pièces le moyen de produire des livres en série et qu'ainsi on a pu démocratiser le savoir en Europe. C'est un gros raccourci. Et quand on parle d'imprimerie, c'est aussi un raccourci pour signifier en réalité imprimerie typographique, c'est-à-dire donc l'impression de pages de texte à l'aide de caractères mobiles. C'est une technique qu'on peut décomposer en plusieurs étapes successives. Graver dans du métal un exemplaire de référence pour chaque lettre, reproduire à l'identique chaque modèle obtenu de multiples fois, c'est surtout ça qui est important, dont on va parler par la suite, composer du texte à l'aide de ces caractères, et enfin imprimer le résultat obtenu en une page. Mais donc Gutenberg, on peut présenter pour les enfants comme un inventeur génial, s'appuyer en fait sur des techniques qui existaient déjà en Allemagne à cette époque. Lui, ce qu'il a créé, c'est qu'il a eu l'idée d'assembler ces techniques dans le but d'imprimer des livres, et il a quand même aussi inventé un moule particulier destiné justement à pouvoir produire des caractères en série. Parce que on y reviendra après, c'est vraiment la série qui est fondamentale dans la notion de typographie moderne. Et puis aussi, il travaillait pas seul, il avait des associés qui ont été un peu écartés. Donc si on revient à Motogi Shozo, je fais le parallèle entre les deux, parce que dans une biographie paru 18 ans après sa mort, pas très longtemps donc, après sa mort en 1893, je cite, « Après des années de dur labeur et d'expérience, Motogi inventa des caractères mobiles pour l'écriture japonaise et pour la première fois fit de l'imprimerie une entreprise. Nous devons à lui seul en réalité le succès et la prospérité de la typographie japonaise moderne. Ainsi mérite-t-il toute notre estime en tant que père, avec une majuscule, de la typographie japonaise. » Donc cette idée est reprise par la suite et se propage dans les mentalités, donc par la biographie des années 30, etc., jusqu'à récemment. Mais on trouve des exemples d'utilisation de la technique typographique dès 1590 au Japon. Motogi arrive à peu près 250 ans plus tard. Alors, deux axes sont à explorer, le parcours de Motogi, et à quel moment, dans quel contexte, l'imprimerie typographique s'est réellement implantée pour durer au Japon. Se pose le problème des sources pour pouvoir mener cette recherche. Alors il y a plusieurs catégories de sources que j'ai exploitées. Déjà concernant la littérature en français, alors il y a peu de choses, je vous le cache pas, mais il y a cet ouvrage qui est fondamental, qui était vraiment très intéressant, Du pinceau à la typographie, qui est paru en 2006. Il y a notamment un article qui m'a beaucoup aidé, j'en reparlerai par la suite. Après on trouve d'autres livres connexes, par exemple des textes de Pascal Griolet, qui sont très intéressants sur les débats autour de la simplification du japonais. Et justement au début du XXe siècle, quand on s'est dit que quand même il y avait beaucoup trop de sinogrammes et qu'il y avait ces systèmes syllabaires en plus et qu'il fallait peut-être simplifier. Enfin voilà, c'est lié avec l'éducation, mais c'est lié aussi au fait de devoir imprimer. Donc il y a eu des gros débats au Japon autour du nombre de sinogrammes. J'imagine qu'il y a eu aussi des débats en Chine sur le même thème. Donc voilà, Pascal Griolet a travaillé là-dessus. Du côté anglo-saxon, on trouve certains points sur la typo précisément comme ça, mais dans des ouvrages plus généraux sur l'histoire de l'édition. On peut citer Kornisky qui a écrit The Book in Japan, qui est un super ouvrage qui retrace l'histoire de l'édition. Donc ponctuellement apparaît en filigrane une histoire un peu de la typographie. Ça reste minime. Et puis Martin Esdras, dont on a parlé tout à l'heure, qui est de l'université de Princeton, qui a aussi écrit un petit peu sur la typographie. Mais voilà, la majorité des sources, en tout cas, sera plutôt en japonais. Et même au Japon, la recherche sur l'histoire de la typographie est un domaine récent, qui a commencé il y a 20 ou 30 ans. Les deux chercheurs principaux sont Hiroshi Komiyama et Mitsuo Fukawa. Mais c'est des chercheurs d'une génération plus ancienne, ils ont dans les 80 ans, 70-80 ans maintenant. Et là, les limites où je suis aujourd'hui, c'est que j'ai pas encore pu identifier de jeunes chercheurs qui travaillent sur l'histoire de la typo japonaise. Donc sans doute que j'ai pas encore assez poussé dans le cadre du master la recherche. Donc ces personnes, Komiyama et Fukawa, ont produit quelques ouvrages de référence dans les années 90-2000, plutôt 2000 d'ailleurs. Fukawa, il a par exemple compilé un énorme
une quantité incroyable d'images de typographie japonaise, en 3 volumes de 1000 pages chacun. La Bulac a un fond, ce livre que je vous montre ici, Hon Tokatsuji no Rekishi Jiten, qui est très intéressant. Il y a quelques ouvrages comme ça, donc dans la réserve de la Bulac, mais à nouveau, ça n'est pas un ouvrage qui retrace toute l'histoire de la typo, c'est plus une compilation d'articles écrits par différents spécialistes, qui s'attachent beaucoup d'ailleurs à l'impression avant l'époque moderne, ce qui est intéressant aussi, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, il n'y a pas de livre, après il y a des livres qui parlent de l'histoire de l'imprimerie en général, mais qui retraceraient comme ça précisément l'histoire de la typo, il n'y en a pas. Et enfin, on a les fonds consultables au Japon. J'en ai consulté 3 pour cette recherche. Il y a le fonds du musée de l'imprimerie, qui est à Tokyo, qui appartient en fait à une entreprise d'impression, Topan, une grosse entreprise d'imprimerie. Et ils ont une archive intéressante. Il y a un deuxième fonds qui est celui de la bibliothèque de l'imprimerie. C'est des petits locaux un peu pas secrets, mais pas évidents d'accès. Mais ils ont une quantité de spécimens typographiques japonais vraiment conséquente. Et toutes les archives de la revue de l'imprimerie du Japon, qui a démarré en 1891. Donc pour l'évolution des techniques, ça peut être aussi très intéressant à consulter. Et enfin, le troisième fonds, c'est celui de l'université de Tokyo, particulièrement le département des journaux et revues de Meiji. Donc eux, ils ont tous les journaux de la fin du 19e, début 20e. Donc voilà, ces 3 fonds, on peut consulter des documents. Donc je reviens donc à notre personnage Motogi Shozo, qui est né en 1824 dans la ville de Nagasaki, qui était alors le seul point de contact du Japon avec le reste du monde. Étant le descendant d'une lignée d'interprètes, il s'engage dans la voie des études hollandaises et se retrouve confronté à la fois par son apprentissage, mais aussi par son activité en tant donc qu'interprète du gouvernement, interprète hollandais-japonais. Je ne sais pas si vous connaissez les études hollandaises, mais c'est tout ce champ d'études du Japon qui se faisait donc dans les langues étrangères, principalement le hollandais et l'allemand, pour pouvoir acquérir toutes les techniques occidentales et diffuser les connaissances dans des domaines très variés comme la médecine, l'astronomie, les mathématiques, etc. Donc il était dans cet environnement-là, il baignait dans cet environnement qui était à la fois apprendre les langues étrangères et les sciences venues de l'Occident. Donc le cadre, là on voit une carte de Nagasaki de l'époque, et il y a une petite île là, qui se dessine, qui est vraiment l'endroit où étaient parqués les Hollandais. C'était le seul endroit du Japon où on avait le droit d'avoir des Hollandais, c'était sur ce petit bout d'île, Dejima, qu'on voit d'ailleurs sur l'illustration au fond, là, avec le drapeau hollandais planté dessus. Donc Motogi a grandi dans ce cadre, et il était donc en lien avec l'Occident, que ce soit par les reproductions de livres occidentaux qui entraient par ce port de Dejima, par les Hollandais eux-mêmes qui venaient faire du commerce, ou par les officiels russes, parce qu'il s'est aussi occupé d'être interprète pour des officiels russes qui venaient rendre visite au gouvernement japonais. Motogi fréquenta aussi le centre d'entraînement naval de Nagasaki. C'est le bâtiment qu'on voit sur l'illustration là, principale. Et de ce centre naval et de son activité dans les bateaux, il passa à l'aciérie, puisque la sidérurgie est essentielle à la fabrication de bateaux. Il y travaille pendant une dizaine d'années, de 1860 à 1870. Puis, ayant acquis ses connaissances en matière de fonte du métal, il pouvait les mettre en application dans la production de caractères mobiles. Donc l'enchaînement paraît logique, des bateaux à la sidérurgie, puis au caractère mobile en métal. Mais les choses ne sont pas si simples, elles ne se sont pas faites dans cet ordre, par étapes. Motogi avait déjà en tête cette idée d'imprimer de façon typographique. Il a fait plusieurs tentatives de création de caractères avant de pouvoir parvenir à un résultat satisfaisant. Il commence d'abord à faire ses premiers essais de typographie au sein de l'atelier au sein du centre naval. Donc il obtient de pouvoir créer un atelier typographique à l'intérieur, en 1855. Là-bas, on y imprime des copies de livres occidentaux, toujours, grâce à des caractères qui sont produits en Europe et que le capitaine de navire hollandais Donker Cursus a importés au Japon. Donc les caractères ne sont pas encore faits au Japon, ils sont importés. Puis quand l'atelier ferme, Motogi est transféré dans une imprimerie hollandaise, celle de Indermore, et il y travaille pendant 2 ans, de 1859 à 1861. À nouveau, cette imprimerie utilise des caractères qui existaient déjà et n'avait pas vocation à en fabriquer.
Motogi, de son côté, fait des essais pour pouvoir lui-même produire des caractères mobiles, mais il se heurte à de nombreux problèmes. La difficulté d'aligner les surfaces des différents caractères. Tout à l'heure, on parlait de caractères en céramique. Je pense que c'était aussi... je ne sais pas exactement comment il faisait, mais aligner les caractères, ça peut être un vrai challenge si le matériau n'est pas parfaitement calibré. Son encre n'était pas la bonne. Il utilisait une encre de Chine qui est beaucoup trop liquide par rapport à une encre d'impression. Et des outils pas forcément adaptés à la gravure fine que ce genre de travail requiert. Donc le résultat n'est pas très concluant. Il faut mentionner ici que d'autres se sont essayés à fabriquer des caractères au Japon, avec plus ou moins de succès. On va pas entrer dans les détails ici, mais voilà, ça aussi, ça faisait partie du mythe de Motogi, qu'il y avait que lui, alors qu'en fait d'autres gens ont essayé au même moment. C'est dans l'air du temps, si vous voulez. C'est vraiment... et c'est ce que les recherches récentes ont montré, qu'on a eu des... Voilà, que c'était pas le seul à avoir essayé, mais en tout cas, lui, il a réussi. C'est pour ça qu'on l'a retenu. Et je vais vous expliquer en quoi il a réussi un peu plus tard. Il faut maintenant parler de un personnage important dans notre histoire, William Gamble, qui va jouer un rôle clé dans le développement de la typographie japonaise. Alors, William Gamble, c'est un Irlandais qui arrive aux États-Unis à l'âge de 17 ans pour apprendre le commerce de l'imprimerie à Philadelphie. Puis il part à New York pour travailler à la Bible House jusqu'en 58. Et ensuite, il est envoyé en Chine pour s'occuper des presses de la mission presbytérienne, donc à Shanghai. Il emporte avec lui des caractères, des matrices et une machine à fondre. Et donc, à son arrivée, on en parlait tout à l'heure, il s'efforce d'appliquer le principe de la galvanoplastie à la création de caractères typographiques, ce qui va quand même grandement aider au développement des caractères métalliques modernes, enfin, selon un standard de production moderne. Et donc, Motogi, qui est donc directeur de l'aciérie de Nagasaki à ce moment-là, si vous avez suivi l'histoire, invite William Gamble au Japon pour une période de 4 mois, de novembre 1869 à février 70, jusqu'en le Japon vient de s'ouvrir aux étrangers juste l'année d'avant. Et donc, il crée pour ce faire au sein de l'aciérie le centre d'apprentissage de la typographie, Kappandenshusho, et cette structure permettra à Gamble, qui a porté avec lui des sinogrammes en plomb et un peu de matériel d'imprimerie, de transmettre son savoir en matière de fonte de caractères et de techniques d'impression typographique. Alors, une production moderne et en série de caractères. Si on veut pouvoir développer une production de masse pour les caractères mobiles, l'essentiel c'est de trouver une solution qui permette de reproduire un exemplaire qu'on a validé comme modèle à plein d'autres qui sont strictement identiques. Et cela de façon rapide si possible. On ne peut pas les graver un à un dans du bois ou du métal ou de la céramique, ce qui rend en fait chaque exemplaire particulier. Chaque exemplaire est différent si je grave chacun de mes bois comme ça. Enfin, même en étant très doué. D'où l'importance d'avoir en fait un moule, une matrice. Et c'est ça que Motogi va mettre en place à l'aide de William Gamble, c'est créer cette matrice, ce que d'autres n'avaient pas fait avant, dans laquelle il va pouvoir couler son métal en fusion et reproduire à l'identique les caractères. Alors la méthode que William Gamble transmet à Motogi, qu'il avait mise au point lui-même donc quand il est arrivé à Shanghai, c'est donc la galvanotypie. À nouveau, comme pour Gutenberg, c'est une technique qui existait déjà, il n'a pas révolutionné Voilà, c'est pas une invention révolutionnaire, mais lui, il a décidé de l'appliquer à la production de caractères. Le procédé est le suivant, donc on commence par fabriquer ce que moi j'ai traduit par un souchon, qu'en japonais est dit taneji, parce que tane c'est la graine et ji c'est le caractère. Donc je sais pas, moi j'ai traduit ça par souchon, et je suis ouverte à d'autres options. Qu'on grave en fait dans un bois dur, comme du buis. Et comme ce souchon n'est pas fait dans un matériau conducteur, on ne peut pas tout de suite le transformer en métal, mais on va le presser sur un plateau qui est fait en cire d'abeille. Le caractère laisse son empreinte dans la cire d'abeille, et on applique ensuite sur cette surface un peu de graphite qui est conducteur, puis on plonge cela dans un bain. Et par électroconduction, on va venir déposer une fine pellicule de cuivre sur ce graphite, petit à petit comme ça, jusqu'à obtenir une fine couche qui est donc en cuivre et qui contient l'image du caractère en creux.
Et on continue l'électrodéposition jusqu'à obtenir une plaque, j'avais noté, de 2 mm, donc c'est pas très épais. Et puis on peut façonner cette pièce jusqu'à obtenir une matrice. Donc voilà, en gros, schématiquement, c'est juste un bain électrique dans lequel, à partir d'une pièce en bois, on peut fabriquer un moule en métal. Et à partir de ce moule, on va pouvoir reproduire à l'identique des centaines de caractères. Et là, vous voyez le résultat de ce processus. Donc c'est les premiers caractères viables fondus à l'aide de ce procédé au Japon, qu'on voit ici dans un petit ouvrage imprimé dans l'atelier typo de Motogi, qui s'appelle Shinjuku Yodan. Ces 2 pages sont à la fin de cet ouvrage pour présenter les caractères, donc c'est les 2 seules pages, et ils sont rangés par corps, en fait, par taille de caractère. Donc à droite, on a les exemples comme ça de sinogrammes, et juste à gauche, on a le numéro du corps en petit. Donc à droite, on a ce que j'ai appelé moi aussi, ce que je traduis par corps de tête, c'est shogo. Et ensuite, on a le corps numéro 1, le corps numéro 2, puis sur la page de gauche, on a 3 fois la même série de sinogrammes dans des variantes stylistiques différentes, ça c'est le corps 3. Puis on a le corps 4, puis le corps 5 tout à la fin. Pour les sinisants, on peut lire 1, 2, 3, 4, 5. Et le corps en japonais se dit go. Donc voilà, c'est Ichigo, Nigo, Sango, Shigo, Go. Voilà le résultat. Donc voilà, c'est assez émouvant de constater que c'est donc les premiers caractères produits au Japon, mais à la suite de cette transmission par William Gamble, qui était venu donc avec ses caractères de Shanghai, si vous m'avez suivi jusque-là. Donc là maintenant on peut se demander d'où venaient ces caractères de Shanghai. C'est là où ce livre est très intéressant. Il y a un article dedans du chercheur Komiyama dont je vous parlais, qui est traduit par Emmanuel Lozeran, et ce chercheur Komiyama, il a comparé les caractères de Motogi qu'on voit ici, donc dans ce document de 72, avec ceux distribués par les presses de la mission presbytérienne de Shanghai. Il a effectivement conclu que c'était les mêmes, qu'ils concordaient, et il a ensuite comparé ces caractères avec ceux des imprimeries d'Europe et s'est rendu compte aussi de concordance. Donc j'ai résumé ce qu'il a retracé dans ce tableau. Il a pu déterminer l'origine de chaque corps qui composait ce fond typographique qu'on peut voir dans le document de 72 de la fonderie de Motogi. Alors je vais vous faire le détail, et si vous voulez encore plus de détails, il faudra lire du coup cet article là dans l'ouvrage. On a le corps 1, je saute la première ligne, mais on a le corps 1 qui est une fonte initiée par l'anglais Samuel Dyer en Malaisie pour la London Missionary Society, et lui il était basé à Penang. Il a commencé à graver les poinçons pour cette fonte vers 1836. Donc à un rythme assez lent. Apparemment, financièrement, c'était un peu compliqué d'obtenir des subventions pour faire de la recherche. Et donc à la mort de Dyer, qui n'avait pas fini son travail, Alexander Stronach continue la création des matrices et des poinçons pendant 2 ans. Et puis encore un troisième intervenant, Richard Cole, finira le travail. Donc on voit de 36 à 50 quand même, pendant 14 ans, la production de ce corps 1. Et justement, voilà, là on a les équivalences en points qu'on utilise aujourd'hui. Donc le corps 1, c'est du corps 24, c'est assez grand quand même déjà. La fonte de corps 2, qui correspond donc à notre corps 22, est constituée de 2 apports. Le premier est une fonte gravée par l'allemand August Beierhaus sur commande de la mission presbytérienne. Donc ils lui ont commandé apparemment un corps 2. Il taille 3200 poinçons et fabrique des matrices à l'aide de la méthode déjà connue des caractères divisibles. On en parlera un peu plus tard. En 1859, ces matrices arrivent donc aux presses de la mission presbytérienne de Ningpo. Et l'année suivante, en 1860, alors que les impressions se réinstallent de plus en plus en Chine, la mission presbytérienne américaine revient à Shanghai, et Gamble y crée une autre fonte de corps 2, donc probablement vers 1869. Voilà, le corps 2 de ces 2 apports, quoi. Allemagne et j'ai mis États-Unis, mais c'est William Gamble lui-même qui l'a créé. Ensuite, on a le corps 3 qui équivaut donc à notre corps 16 points. Et c'est celui qui avait été créé bien plus tôt, en fait, par Marcelin Legrand, dont vous parlerez dans une prochaine séance, à l'imprimerie royale en 1832, sur suggestion de Georges Potier, qui voulait faire imprimer sa traduction d'un texte, vous m'arrêtez si je me trompe, mais de Lao Tzu, en regard du texte original. Avec l'aide de quelques étudiants chinois qui étaient à Paris,
Marcellin Legrand avait créé un système intelligent de poinçons, puisque en considérant que chaque sinogramme est fait de 2 éléments distincts, un radical et une primitive, selon les termes de l'époque, il avait gravé séparément ces éléments, et le sinogramme était ensuite recomposé au moment d'être fondu. Ce qui permettait comme ça de combiner, en fait. On n'est pas obligé de graver chaque sinogramme complètement. L'ambition de sa fonte était de pouvoir composer ainsi 2000 sinogrammes parmi les plus courants, mais d'après la reddition d'un catalogue en 59, quelques 30 000 sinogrammes pouvaient être fondus à partir de, j'ai noté 4269 poinçons seulement. Donc, bon, il faut quand même graver 4269 poinçons, mais après on peut faire 30 000 sinogrammes. Donc la méthode divisible. Après, voilà, elle a effectivement des proportions un peu étranges dues à ce processus de fabrication particulier qui, visuellement, des fois, ça peut provoquer des déséquilibres entre les différents morceaux du caractère. Mais bon, le caractère est propre, il est bien fait, il jouit d'une bonne réputation et sert à des imprimeries donc hors des frontières françaises. Et le bureau de l'église presbytérienne l'acquiert en 1836, et c'est donc par ce moyen que donc des caractères gravés en France arrivent à Shanghai par l'intermédiaire de la mission presbytérienne. Le corps 4, qui correspond à un corps 13,5, c'est la même provenance que le corps 1, si vous avez suivi, donc par des Anglais, la London Missionary Society. À nouveau, donc c'est le même Samuel Dyer qui avait commencé, et puis quand il est mort, ses collègues ont continué. Et on a le dernier corps qui est le corps 5, qui correspond à du corps 11 points, qui est réalisé sous la direction de Gamble lui-même à Shanghai, de la même façon que le corps 2 qu'il avait fait, donc par le procédé de galvanotypie. Alors, personnellement, j'ai l'impression que la galvanotypie, donc comme c'est un procédé qui existait déjà, qu'on appliquait en Occident à la production d'images, en fait, on faisait des bois gravés, des vignettes, etc. Et ensuite, la galvanotypie permettait de créer un moule pour pouvoir... Mais alors, j'imagine que Gamble, en tant qu'étranger, qui parle, je ne sais pas s'il parlait très bien chinois, mais venu de l'extérieur, je pense qu'on peut regarder les sinogrammes comme des images, quoi, et que peut-être c'est ce qui lui a donné l'idée de se dire, je vais appliquer. Pour moi, ça tient plus de l'image que du signe écrit, donc j'applique ce procédé que nous on utilise pour les images. Ça, c'est une hypothèse. Il arrive à constituer donc ces 5 corps Gamble, et vous voyez dans le tableau qu'il y a des extras. Donc il y a le corps de tête qui équivaut à un corps 32 points, qui a été fabriqué par Motoi. Et de l'autre côté du spectre, je vous ai mis ici un détail des corps 3. Alors, on a le corps 3 Mincho, qui est tout à droite, qui est donc celui gravé par Marcellin Legrand. Mais les 2 autres variantes, qui sont des choses plus ou moins cursives, vous voyez, la deuxième est déjà un peu cursive, et la dernière, je lis de droite à gauche, est très cursive, dans un style qu'on appelle gyosho, en calligraphie. Ça, c'est des créations originales de Motoi. Donc, pour s'adapter sans doute au style de l'époque, c'est vrai que le Mincho, on en parlera tout à l'heure. Non, on peut en parler maintenant, en fait. On peut en parler maintenant, puisque j'ai cette image. Pourquoi tous ces caractères sont... Donc, j'utilise le terme japonais du Mincho. Comme ils ont été produits en Occident, et qu'à l'époque, la norme en Occident, c'est d'utiliser ce type de caractères qu'on appelle des didones, qui sont très contrastés et très rectilignes, sans doute que ce style Mincho répondait bien en fait au goût des Occidentaux de l'époque. Ça, c'est une hypothèse personnelle, mais on voit dans le texte là, quand on mêle effectivement des sinogrammes avec une didone, que ça peut... Enfin voilà, au niveau du style, en tout cas, c'est ce que les Occidentaux visaient. Après, il y a aussi le fait que peut-être essayer de rationaliser des signes comme ça de façon orthogonale, c'est aussi rassurant quand on se retrouve face à des choses. Si je reviens en arrière, c'est vrai que des idéogrammes gyosho, là, c'est quand même plus difficile à manipuler pour l'apprentissage. Donc voilà sans doute des raisons pour le choix de ce style. Quand Gamble repart donc en février 1870, Motoi démissionne du poste de directeur de la scierie, où il avait constitué son petit atelier typo là. Donc il démissionne et il fonde carrément un autre atelier d'impression typographique, l'atelier typographique de Shinmachi, et il commence à produire des caractères qui vont être rapidement utilisés par d'autres, donc il les vend au Japon dès l'année suivante, enfin dès 1870. Mais Motoi apparemment peinait à développer un système économique viable pour son entreprise, et il demanda à l'été 1871 à Tomiji Shirano,
de reprendre la direction de la fonderie de Nagasaki à sa place. Et l'année suivante, donc c'est ce que fait Hirano, et l'année suivante, la fonderie ouvre des ateliers à Tokyo et prit le nom de fonderie Tsukiji. Ici, vous voyez les bâtiments de la fonderie en 1903, un peu plus tard, dans le quartier en fait de Tsukiji, c'est ce qui lui a donné son nom, sur les quais comme ça, pour pouvoir, j'imagine, distribuer les caractères facilement. Et cette personne, Hirano, restera à la tête de la fonderie pendant près de 20 ans et la fera vraiment prospérer. Ensuite, la fonderie Tsukiji développe d'autres succursales dans d'autres villes, fut le lieu de formation d'apprentis qui, à leur tour, vont essaimer, vont produire d'autres ateliers typos dans le Japon. Donc c'est pour ça que cette fonderie c'est la première du Japon et elle est très importante puisqu'elle a formé des gens comme ça. Et elle reste en activité jusqu'en 1938. De 70 à 38, en gros. Donc quand même presque 70 ans d'existence. Donc voilà, ça c'est les bâtiments. On a le même bâtiment quelques 30 ans plus tôt, dans le tout premier spécimen officiel de la fonderie, paru en 1876. C'est le tout premier spécimen qui avait été initié par Tomiji, ce personnage-là, qui a fait prospérer la fonderie. On voit quelques exemples de pages intérieures du spécimen. On peut les trouver... en ligne sur le site de la Diète japonaise, on peut consulter les PDF, ou alors il faut aller donc dans ce fond de la bibliothèque de l'imprimerie, on peut les voir en vrai. Et donc c'est ce personnage, Tomiji Shirano, ici à l'âge de 25 ans, en 1871, en habit japonais. Il était aussi né à Nagasaki, comme Motogi, c'est dans le sud du Japon, Nagasaki, enfin sud-ouest. Donc il est né à Nagasaki en 1846. À l'âge de 16 ans, il avait commencé à travailler comme apprenti en sidérurgie. Donc là, à nouveau, pas de surprise, entraîné par Motogi. Puis il a été membre d'équipage de bateaux à vapeur avant de devenir responsable de la construction de bateaux. Donc le parcours est pas tout à fait le même que Motogi. Motogi, c'est un intellectuel formé aux études hollandaises. Lui, Hirano, vient plutôt du génie civil, voilà. Mais ils ont quand même en commun qu'ils connaissent la Syrie, ils connaissent le chantier naval, quoi. Donc Hirano prend la suite de Motogi à la tête de la fonderie Tsukiji et il installe des ateliers à Tokyo en 1872, on l'a dit. Les locaux sont agrandis au fur et à mesure. Hirano finit même par louer des grands docks qui appartiennent à la marine. C'est vraiment un énorme espace qu'on peut encore... on peut voir le lieu à Tokyo, il n'y a évidemment plus rien des bâtiments, mais... et donc il avait des connexions avec le gouvernement, avec les grands industriels, et plus tard, la fonderie ouvre même une succursale à Shanghai, justement. J'ai pas développé ici, on pourra, si vous voulez plus d'infos, je vous les retrouverai, mais ils impriment des timbres pour la Chine. D'abord pour certaines provinces, je crois, et après pour globalement la Chine en général. Donc c'est drôle s'il y a des allers-retours comme ça entre la Chine et le Japon, évidemment. Déjà, les Japonais ont piqué les sinogrammes pour écrire leur langue. Finalement, les caractères ont transité par la Chine. Les Japonais, après, impriment en Chine. Tout à l'heure, on l'a dit, il y a aussi des fabrications. Plus tard, les machines sont fabriquées au Japon, reviennent en Chine. Enfin, il y a tous ces allers-retours, évidemment, entre les deux pays qui sont liés par ces caractères. Donc voilà, pardon, je me disperse, mais c'est une fonderie qui a quand même vraiment eu une ampleur comme ça commerciale importante. Et l'essor de la fonderie Tsukiji est en fait lié à un autre phénomène au Japon, le développement très rapide de la presse quotidienne, au début de l'ère Meiji. Ah, là j'ai oublié de vous montrer, Hirano. Donc il s'est un peu embourgeoisé. Là on le voit. Le grossi, oui. Voilà, hop, 15 ans après. Petit costume, on change de style. Hein. Ah oui, j'avais aussi mis le spécimen là, donc de 1903, un peu après que Hirano ait quitté la fonderie. Enfin, il a quitté la fonderie puisqu'il a eu une attaque, hein, il ne pouvait plus trop faire grand-chose. Ouais. Si, il a quand même continué, puis après il a eu une deuxième attaque et il est mort, donc ça s'est arrêté. Mais voilà, donc entre-temps, il avait quand même bâti une belle entreprise. Le spécimen de 1903, qui est un gros livre épais comme ça, donc on passe de celui de 1876, il est comme ça. Celui de 1903, c'est vraiment un gros bouquin. Donc en 30 ans, la fonderie s'est clairement développée. Voilà quelques pages des caractères qu'on trouve à l'intérieur. Des sinogrammes et aussi des hiragana et katakana. En différents corps, en différents styles. On passe, ça y est, on développe des formes un peu plus fantaisistes. Des choses fleuries, des choses orientalisantes pour des... Enfin, c'est un peu...
c'est drôle à regarder. Et il y a même des caractères latins que la fonderie achète en Europe, hein, elle les dessine pas elle-même, mais elle les achète, c'est des caractères, elle achète les matrices en Europe et elle produit les caractères latins. C'est intéressant à regarder aussi le choix des caractères. Donc comme je vous le disais, oui, l'essor de la fonderie est lié à cet essor aussi de la presse quotidienne japonaise. Ici, vous voyez le premier journal imprimé, le premier quotidien imprimé au Japon, à Yokohama, juste à côté de Tokyo. Le Yokohama Mainichi Shimbun, ça veut dire littéralement le journal quotidien de Yokohama. Là, en 1890, donc on est quand même, c'est la une du journal, c'est des grands formats comme ça. On est tout à fait, comment dire, c'est du sérieux. Le premier numéro, 20 ans avant, ressemblait à ça. Et donc les tout premiers numéros étaient encore xylographiés, mais petit à petit, rapidement, en fait, on passe au caractère mobile en métal, et il y a des améliorations successives comme ça. Mais en fait, vraiment de façon rapide, on passe à une page très structurée en caractère mobile. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu abusif peut-être comme comparaison, mais en France, ce journal quotidien Le Temps, donc son premier numéro qui est dans la même période à peu près, et on voit qu'il n'y a pas énormément d'évolution, tout simplement parce que la presse quotidienne en France était déjà plus installée. C'est une évolution qui s'est fait très lentement, très progressivement, alors qu'au Japon, on est passé vraiment de... il n'y avait rien, il y avait quelques feuilles, peut-être comme en Chine, de news, mais qui étaient lues à haute voix comme ça, et puis jetées, pour les news un peu, les nouvelles sensationnelles. On passe de ça à, d'un seul coup, des journaux quotidiens, parce que c'est une période agitée, on va pas rentrer dans le contexte, mais une période politique très agitée, il se passe plein de trucs, les gens prennent conscience qu'il faut se tenir informés. Donc en rentrant dans le détail, voilà, là on voit une planche un peu plus remplie déjà, donc un peu de janvier 1871, mais au début quand même du journal, et on passe à ça. Là en 1886, je vous ai mis, donc 15 ans après, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus structuré et typographique. Cette évolution très rapide a forcément un impact sur les signes du japonais qui étaient jusque-là donc écrits ou alors gravés pour être imprimés par xylographie. Et donc la xylographie, comme vous le savez, on peut on peut graver de l'image, il n'y a pas de contrainte. Tandis que la typo enferme les signes dans un petit carré de métal. Donc ça a forcément un impact sur les formes. Et c'est ce qui m'a intéressé de chercher, en fait, de vraiment, identifier les phénomènes de transformation des signes. J'aime beaucoup cette image parce que c'est un livre imprimé en langue occidentale, en plus dans une didone, avec un fort contraste à la mode, et puis en face à côté on voit quelqu'un qui s'est lâché avec un pinceau, donc ce contraste entre un truc écrit cursif en japonais face à une impression occidentale, voilà, c'est une image, c'est un manuel de 1870. Et à la fin de ce même manuel, on retrouve aussi quelqu'un qui s'essaye à écrire des lettres latines. J'aime bien là le ABC en bas, très un gros A. On voit qu'il y a de l'effort derrière. Donc ça a quand même eu un impact sur les signes du japonais. Et j'ai essayé de regarder leur évolution, donc toujours au sein des pages de ce journal que je vous ai montré, le Yokohama Mainichi Shimbun, de regarder sur une période de 20 ans l'évolution progressive de ces signes. Au tout début, je vous ai dit qu'il y avait les sinogrammes et 2 syllabaires différents en japonais. Donc j'ai isolé chaque groupe pour regarder quelles transformations ils avaient subies. Et donc en commençant par les sinogrammes, alors c'est pour ça que je demandais tout à l'heure si il faudrait regarder les vrais modèles chinois. Mais entre la première ligne et la deuxième ligne, on est clairement dans des caractéristiques du style dit Mincho, alors que le premier, on est dans des caractéristiques d'un style qui s'appelle le kaisho, en japonais en tout cas, qu'on pourrait traduire par style régulier, mais moi je trouve que c'est abusif comme appellation, puisqu'il est moins régulier que le Mincho. Donc il est régulier si on le compare par rapport à la calligraphie. Dans un référentiel calligraphique, c'est sûr le kaisho est régulier par rapport à des choses gyosho, je sais pas comment dire en chinois, mais en tout cas dans un référentiel typo, il est pas régulier. Voilà. Donc pour l'instant, je dis de style kaisho parce que j'ai pas trouvé de traduction qui serait meilleure. Et la différence entre ce style kaisho et ce style mincho,
Vous voyez que le Mincho, donc on n'est plus rectiligne. Là, si je prends même le premier kanji en haut à gauche, premier sinogramme, ce qui est censé être un carré, il est légèrement évasé, alors qu'en dessous, on l'a bien rendu carré. Donc il y a ce phénomène. Le deuxième, c'est pareil. Il est évasé, hop, on le rend carré. Les signes tendent comme ça à se rendre, à devenir de plus en plus orthogonaux. Et la dernière ligne, c'est une police numérique aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer qu'on est plus proche effectivement du style Mincho que du premier, en haut, que de choses très irrégulières. Il y a des petits changements. Par exemple, j'aime bien montrer la dernière colonne là, que ce signe finalement, la version Mincho qui est là, elle était presque plus assez lisible, je pense. D'avoir trop aligné, en fait, c'est devenu trop aligné, quoi. Donc, par la suite, on a désaligné ces signes. Mais il y a eu un effort, à un moment, on s'était dit, on va tout aligner, et en fait, ça marche pas tant que ça. Donc, on est plus proche sur la structure du kaisho, mais on a redressé quand même les lignes. Donc, c'est pas tout, c'est pas une évolution de sa danse, ça devient très rigide, quoi. Il y a eu des allers-retours aussi, des petites résurgences comme ça, du tracé manuel. Mais bon, globalement, on est quand même en 1875, vous voyez, déjà fixé sur un modèle qui aujourd'hui est tout à fait dans la lignée, quoi. J'ai mis cette image pour vous rappeler que donc, en haut à gauche, on a un sinogramme, en haut à droite, on a un hiragana. Les hiragana dérivent comme ça de ces sinogrammes qui sont tracés de façon cursive. Donc quand c'est fait par le geste de la main, on a une connexion entre les deux. Sauf que la typo, en fait, c'est pas ce qui s'est passé, parce qu'on peut pas faire dériver un objet en métal vers quelque chose d'autre. Donc en fait, la typo a stabilisé les sinogrammes sous une forme. Et après, ils se sont dit, il faut qu'on s'occupe des hiragana, donc ils ont été stabilisés différemment. En fait, il n'y a pas eu une évolution comme on a avec la main. Enfin, c'est un peu une évidence, mais je trouve que le schéma le rappelle bien. Et si on regarde l'évolution des hiragana, là, l'évolution est un peu plus lente finalement c'est vraiment sur un temps différent que celle des sinogrammes. Donc je reprends ma ligne de 73, j'ai mis une deuxième ligne à 1890, et puis une police qui vous montre les signes qu'on utilise aujourd'hui. Et là, après j'ai retracé leur squelette pour que ce soit plus clair, pour les dépouiller de tous les artefacts là. À nouveau, on peut observer quand même que là, en 1890, on constate l'évolution. On voit que par exemple le deuxième signe, qui est le signe Ni, si je pars de la gauche, il est fait en un seul trait en 1873, alors qu'en 90 il est en 2 traits. Et de nos jours, on le trace, en typo, il est fait en 3 traits. Après, à la main, on a tendance à lier encore un peu, mais donc on a quand même des phénomènes comme ça d'évolution qu'on peut constater. Que j'ai essayé de quantifier. Là, le wa, tout à droite, pareil, il y a quand même aussi une espèce de simplification qui s'opère. Et si on essaye de qualifier ces phénomènes, donc il y a une réduction de la cursivité, c'est-à-dire que des choses très bouclées, là, sur ce signe C, on voit bien que finalement, on laisse tomber les boucles petit à petit, toutes ces traces un peu du geste disparaissent. On a donc un changement de ductus. Ductus, c'est l'ordre de tracer des traits. Donc là, par exemple, sur le signe to qui était fait en un seul trait, parce qu'il faut penser aussi qu'on écrivait plutôt en vertical. Donc le to était tracé comme ça. Et finalement, la typo le ralentit en 2 mouvements. Sur le ni, c'est ce qui se passe aussi, quoi. C'est ce changement de ductus que je vous ai décrit. Et on a une carréification, les hiragana qui deviennent plus carrés. Même chose comme on écrivait plutôt en vertical. Au tout début, si on revient en 73, même le na, vous voyez, le premier à gauche, il est un peu allongé en hauteur. Et le dernier qu'on utilise de nos jours, il tient dans un carré en fait. Puisque la typographie métal, c'est des carrés, c'est plus des trucs qu'on écrit en hauteur comme ça. Et puis le dernier étape, c'est évidemment la réduction du nombre de hiragana, puisque avant l'arrivée de la typo, on utilisait en fait plusieurs graphies pour un même son, puisque les sinogrammes ont donné naissance aux hiragana, mais on utilisait différents sinogrammes pour le même son en fait. Donc un même son avait différentes variantes en hiragana qu'on utilisait à loisir comme ça. Certains avaient même jusqu'à 14 variantes. On peut avoir une dizaine de variantes facilement. Le son K, on peut l'écrire de 10 façons différentes. Il y a eu une réforme de l'écriture en 1900 qui a simplifié tout ça, qui a gardé une seule graphie par son. Donc en typo, on trouve au début encore plusieurs styles, plusieurs hiragana qui cohabitent. Mais rapidement, ils sont éjectés du système, quoi.
Donc ça fait moins de signes à produire, c'est vrai. Et le troisième groupe du japonais, les katakana, alors eux subissent beaucoup moins d'évolution. En fait, ils étaient déjà assez bien formés au début. L'évolution majeure, c'est qu'ils ont grandi, quoi. On les a agrandis petit à petit, mais formellement, c'était quand même juste des traits qui n'étaient pas cursifs, qui n'étaient pas... ils ont une autre formation que les hiragana. Ils viennent pas de la cursivité du signe. Donc ils étaient déjà orthogonaux à la base, et ils restent orthogonaux, c'est pas très compliqué à faire en plomb, quoi. Il y a 3 traits, voilà. Moi je les aime bien quand même, hein. Je me rends compte en parlant que je les dénigre, mais c'est pas ça l'idée. Mais ils évoluent moins quand même par rapport à leur début. Tout à l'heure je vous parlais de la réduction du nombre de hiragana. Ceux qui sont mis de côté, on les a appelés les hentai gana a posteriori. Pour les sinisans, vous voyez, hentai, ça veut dire qui est différent, quoi. En fait, ils sont différents. Mais on les aime quand même. Et ça a donné des choses, vous voyez, complètement folles, là, ces choses cursives que je vous ai mis en gros, coincées entre des sinogrammes Mincho, qui sont eux très rigides et très carrés. C'est quand même, c'est super beau, quoi. Là, on voit tout le texte, c'est absolument hétérogène, les kanji très systématiques, et puis des espèces de liberté comme ça dans les signes qui ressurgissent. Donc, moi, je trouve que ça, c'est vraiment un sujet d'étude qui serait passionnant pour approfondir. Il se trouve que les hentai gana, donc pendant une centaine d'années, on n'en a plus parlé. Et là, depuis l'année dernière, en fait, on peut maintenant taper sur son clavier un hentai gana, puisque le consortium Unicode qui régit nos claviers, je peux rentrer dans les détails si vous voulez, mais en gros, c'est des gens qui se rassemblent pour dire oui, ce signe-là, on va le coder, oui, cet emoji, on va le mettre dans les téléphones, etc. C'est un consortium qui décide ça. Et donc, le consortium Unicode a décidé que oui, les hentai gana avaient le droit d'être sur les claviers d'ordinateur. Donc, ils viennent d'être réhabilités. Pendant 100 ans, on les utilisait plus, et maintenant, on pourrait, ça n'existe pas encore, mais faire une police de caractères numérique de hentai gana, et puis qu'on tape et que ça s'écrive. Donc, ce serait quand même assez chouette. Après, il va falloir arriver à les faire marcher avec les kanji Mincho qui existent toujours. Mais bon, c'est quand même une belle pirouette qu'ils reviennent dans les codes. Donc d'une part, voilà, il y a les hentai gana qui sont une expérience qui a existé. Donc au début du journal, on trouvait encore ces signes-là, puis après ils ont été éradiqués petit à petit par simplification. Mais c'est une expérience qui a existé dans le plomb. Une autre expérience, ça a été de reproduire, d'imiter en fait l'enchaînement de la calligraphie, donc de façon verticale, puisque c'est ce qui se pratiquait. Donc ça, c'est de la typographie au plomb, mais ça donne un aspect comme ça de choses qui s'enchaînent plus ou moins bien. Là, c'est les caractères de la fonderie Tsukiji, donc en 1879. Malheureusement, je crois qu'ils ont été assez vite abandonnés. On les voit plus dans le spécimen de 1903, par exemple. J'imagine que commercialement, c'était pas viable. Puisque pour chaque caractère, en fait, il faut produire 4 signes différents. Puisqu'il faut produire celui qui commence, celui qui finit, celui qui est au milieu, et quand il est tout seul. Pour que ça s'enchaîne vraiment bien. Donc, déjà, on a beaucoup de caractères. Il faut en plus produire 4 variantes. C'est peut-être compliqué. En tout cas, voilà, financièrement, ça n'a pas dû marcher. Mais ça, c'était donc ceux de la fonderie Tsukiji. Et on a, figurez-vous, pour boucler la boucle, des Occidentaux qui avaient fait le même essai. Donc des Autrichiens. Vous voyez sur la page de droite leur caractère, qui est donc aussi un caractère cursif enchaîné, vertical, comme ça, qui était destiné à reproduire l'impression par xylographie que vous avez à gauche. Donc pour garder cette esthétique japonisante, quoi, de choses qui s'enchaînent autour d'une gravure, les Autrichiens avaient produit des caractères qui s'enchaînent comme ça, donc avec 4 variantes par signe. Ces caractères ont disparu malheureusement, et je crois qu'il en reste 3 au Japon, ils sont arrivés au Japon, et ils sont conservés dans le fond d'une université. Mais voilà, c'est dommage, mais c'était une belle aventure, un bel essai des Autrichiens. Et je crois que j'ai fini, voilà, je termine sur ces choses que j'ai appelées ovnis cursifs, parce que c'est ce qui m'intéresse dans le sujet de la typographie en général, mais particulièrement dans le japonais, c'est cette tension entre quelque chose d'organique, de cursif, de fluide, et la mécanisation que la typographie va imposer ou va imprimer, on va dire, à ces formes qui sont construites par le geste.
Donc ça se sent évidemment dans notre alphabet latin, mais d'autant plus dans le chinois et a fortiori dans le japonais, puisque le japonais a les sinogrammes, mais a aussi quelque chose qui vient du geste en plus à gérer, quoi. Il faut que ça marche. Donc ces points de tension là, ces choses-là, c'est vraiment très intéressant à étudier. Comment les deux peuvent cohabiter et s'influencer ou pas, ou voilà. Et la résurgence aujourd'hui de ces formes dans les polices de caractère numérique, c'est tout à fait envisageable. Donc voilà pourquoi c'est intéressant à étudier aujourd'hui. Là, c'est une bibliographie assez sommaire. Et voilà, je vous remercie.